Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier avant-match de l'année civile 2022 puisqu'il y en aura un avant la reprise contre Strasbourg le 28 décembre, mais pour l'instant c'est Auxerre qu'on reçoit demain au Parc des Princes à 13 h dans des conditions un petit peu particulières. Tout le monde aura la Coupe du Monde dans sa tête et on a hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain face à un adversaire bien évidemment mal classé. Bref, installez-vous, on en parle dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. 15 jours après la victoire spectaculaire mais peu rassurante contre Troyes, les Parisiens retrouvent le Parc des Princes demain avec la Coupe du Monde qui va sûrement prendre plus de place que les 3 points contre Auxerre dans toutes les têtes, à part pour Gigio Donnarumma et Marco Verratti, sans mauvaise blague. Dans tous les cas, les hommes de Christophe Galtier ont l'occasion de terminer cette première moitié de saison invaincus. Et oui, depuis le mois d'août, on n'a pas perdu, même en préparation. Notre dernière défaite, si je dis pas de bêtises, c'est la piteuse défaite au Louis II de Monaco, 3-0. C'était le 20 avril dernier, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, voilà, ce serait une vraie performance que de terminer invaincu. On sait, fin août, dans les médias, on annonçait que c'était carrément un objectif que Luis Campos avait donné à ses joueurs, terminer en Ligue 1 invaincu cette saison. Est-ce qu'on va tenir? Je ne sais pas, il y a quand même beaucoup d'équipes, surtout qu'on n'a pas encore affrontées, qui produisent du beau football. Lens et Rennes qui nous talonnent sur ce week-end, bien évidemment, au classement. Marseille, Lorient qu'on a déjà affronté. Jusque-là, ça tient. Espérons que demain, ça continue bien évidemment. Hier, Christophe Galtier était en conférence de presse, il était assez bavard, il a notamment annoncé qu'il ne ménagerait personne, qu'il allait se rendre au Qatar pour regarder des matchs, notamment le premier de la France contre l'Australie, c'est le mardi 22 novembre. Le PSG qui reprendra l'entraînement collectif le 5 décembre. Et de ce que j'ai vu passer, il devrait y avoir un match amical d'ici à la reprise le 28 contre le Paris FC. C'est à confirmer, je crois qu'il n'y a rien d'officiel, mais je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, quoi. Dans tous les cas, les Ramos, Renato, les Italiens vont avoir un bon mois de vacances. On espère qu'ils vont tenir un entraînement quotidien. Je crois que le club va leur donner évidemment du travail individualisé à faire d'ici au retour contre Strasbourg le 28 décembre et ensuite on enchaînera sur un déplacement à Lens avant la Coupe de France et Rennes. Donc la reprise va être vraiment compliquée avec 11 matchs potentiels à jouer quand le Bayern n'en jouera que 6. On ne cessera de le répéter, bien évidemment. Hier, ce qui a retenu mon attention dans la conférence de presse, c'est que Galtier a parlé d'un 3e système à travailler pour essayer de maximiser les automatismes et l'imprévisibilité de son équipe. Alors c'est pas mal, évidemment, de s'aventurer là-dedans. C'est vrai qu'on a démarré avec ce système à 3. Galtier semblait s'obstiner avec, jusqu'à ce changement. C'était au Classico contre Marseille, je crois. Ce repassage donc à 4 derrière. Milieu à 3, Fabian Ruiz qui comble un petit peu les montées d'Achraf Hakimi. Et puis devant, Neymar, derrière Messi et Mbappé. Neymar en tant que vrai numéro 10, comme sous Tourelle. Les deux systèmes ont leurs défauts, évidemment. Voilà. Le système à 3, c'est sûr qu'en matière de profondeur, tu te fais prendre. Les duels sont assez compliqués, même si devant, il y a un potentiel d'occupation de la largeur qui est exceptionnel et qui est évidemment sous-exploité par nos ballons assez neutres, on va dire, avec un jeu beaucoup trop latéral, pas assez de profondeur. En cause, le fait que les porteurs ne soit pas assez tranchant, on peut penser à Vitinha, et surtout que ceux qui sont autour ne proposent pas assez en fait. Voilà, il n'y a pas assez d'appels en profondeur, la majeure partie de nos joueurs évoluent derrière le ballon. Si en plus Mbappé commence à décrocher, c'est un petit peu compliqué. Le système à 4,
ne pose pas de problème à l'animation offensive. Au milieu de terrain, tu as plus de densité. Voilà, tu récupères le ballon peut-être un petit peu mieux avec le système A3 plus haut. Et dans tous les cas, sur le système A4, bah, tu retrouves en fait le problème que tu avais sous Pochettino, la gestion des ailes défensivement, puisque dès que l'adversaire récupère le ballon, s'il réussit à orienter et se retrouver en situation de supériorité numérique ou d'un contre un, c'est assez compliqué. Et puis une fois qu'ils réussissent à centrer, dans la surface, on n'est pas beaucoup. Et en plus, le peu de joueurs qu'il y a sont assez attentistes la plupart du temps. Par exemple, Presnel Kimpembe Vitinha, sur le match contre 3, l'égalisation, non, juste au retour des vestiaires. Bon, de toute façon, vous me direz, on prend la majeure partie de nos buts sur le début de seconde mi-temps, bien évidemment. Ça, c'est absolument pas un hasard. Quel système imaginer comme troisième? Là, je vous avouerai que Galtier s'est aventuré là-dedans. Je serais curieux de savoir quel système il bosse. Un 4-4-2 à plat, c'est évidemment sa marque de fabrique. C'est le premier système qui te vient en tête quand c'est Galtier surtout qui en parle. Mais ça me paraît quand même assez compliqué de demander à Neymar de jouer vraiment le milieu gauche ultra excentré, même si avec ce système, tu pourrais imaginer par exemple Renato milieu droit. On l'a déjà vu à ce poste-là sous Christophe Galtier à Lille, je crois. Tu peux aussi imaginer Achraf Hakimi milieu droit et Mukiele derrière lui pour faire une espèce d'asymétrie, on va dire. Enfin, à la limite, ce serait une alternative au système A3 puisque Mukiele viendrait coulisser sur les phases de relance avec les deux centraux pour permettre à Nuno Mendes sur le côté gauche de monter et être à la même hauteur qu'Achraf Hakimi, débarrassé donc de ses tâches défensives. Un système un petit peu à la équipe de France 2018, là, le fameux 4-2-3-1 avec Lucas Hernandez. Assez offensif. Voilà. Bon, on n'en est pas là. Je peine un peu à... Enfin, le 4-3-3 point de basse, bon, on va dire que le 4-4 de Losange, c'est sensiblement pareil. Si tu mets un 4-3-3 point de basse, en fait, ce qu'il te faut, c'est des ailiers. Ce que tu n'as pas aujourd'hui dans ton effectif. Donc la clé là-dedans, c'est le mercato encore une fois. J'ai l'impression qu'au sein du club, avec cette déclaration, en fait, Christophe Galtier, indirectement, nous montre, alors c'est peut-être tiré par les cheveux, que là au mercato, il attend gros de sa direction. On rappelle qu'il s'en était plein quand même, il a fallu attendre la mi-septembre pour qu'il arrête de parler mercato en conférence de presse. Voilà, au moins 3-4 fois, il s'est plaint du défenseur central qui n'est jamais arrivé. Donc là, Luis Campos a une vraie pression cet hiver, et comme je l'ai dit, oui, tu peux avoir des pistes, des bons joueurs, le problème c'est que le fair play financier t'a épinglé. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire augmenter notre masse salariale avec tous les prêtés qui vont revenir. Messi que tu dois prolonger, il faut trouver l'équation financière accessoirement là-dedans. Et puis surtout, en matière d'indemnité, déjà, tu as décalé l'opération Hugo Ekitike sur le prochain exercice comptable. Ça va me paraître un petit peu compliqué. C'est comme cet été, on arrive au mois de juin avec déjà 45 patates balancées sur Nuno Mendes et son option d'achat. Et en 2020, par exemple, avec Icardi, que tu signes fin mai pour 50, voire plus, millions d'euros. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Bref, je ne suis pas très confiant pour le mercato hivernal, je crois que vous l'avez compris. Pour le match de demain, bon, Auxerre sont 15e, ils sont à 2 points du 17e, c'est une année à 4 relégables pour permettre de jouer que 34 journées sur l'édition 2022-2023, non 2023-2024 de la Ligue 1. Dans tous les cas, ils ont viré leur entraîneur, sous la pression bien évidemment de cette place en plus en Ligue 2. Donc Furlan qui a dégagé, je crois que c'était autour du 10 octobre, et le 26 ils prennent Pélissier, qui reste sur un nul et une victoire sur ses 2 premiers matchs. C'est pas trop mal, évidemment, c'est un bon premier bilan. Bon, autant vous dire que demain, ça devrait sauter, l'invincibilité. Enfin, on l'espère dans tous les cas. 4-4-2 resserré, 4-2-3-1 parfois, ça joue comme ça. Des lignes, comme vous l'avez compris, qui vont nous laisser peu d'espace entre, comme contre l'Orient, par exemple, la semaine dernière. Donc, on devrait assister à un match relativement bas pour des Neymar, Lionel Messi, par exemple. Et un match où Mbappé, mine de rien, voilà, en Ligue des Champions, j'ai aucun problème. Il y a des gens qui se plaignent dans les commentaires parce que, en fait, j'ai remarqué sur chaque débrief, quand Mbappé fait une prestation un peu moins bonne que d'habitude, je le mets dans le titre et je mets Mbappé nul. Et le problème, c'est que les gens s'arrêtent au titre, ne m'écoutent pas et en fait, on pense que je déteste Mbappé, en fait, que je suis un hater, alors que pas du tout. En Ligue des Champions, il est absolument extraordinaire. Bon, sur les rumeurs,
Sur le fond, il a raison. De toute façon, il faut se rendre à l'évidence. Le mercato dernier était loupé. C'est plus sur la forme, la communication qu'on lui en veut. Et puis en Ligue 1, après en Ligue 1, il y a quand même un fait. C'est vrai que cette saison, il y a des matchs dans lesquels Mbappé passe au travers. La semaine dernière contre Lorient, même si c'est vrai qu'il y a des occasions en fait qui sont pour équitiquer où Mbappé est trop excentré, je sais pas pourquoi il se tue à vouloir autant partir de l'extérieur vers l'intérieur parce que ça lui gâche en fait des potentielles situations d'occasion dans la surface et donc de but. À moins qu'il veuille faire marquer ses coéquipiers, ça m'étonnerait d'Mbappé bien évidemment. Mais dans tous les cas, voilà, il y a eu des matchs contre Lorient, contre Reims quand même, on se souvient, quand il y avait, je crois, ni Neymar ni Messi, enfin Neymar qui rentre en seconde mi-temps, contre Brest au mois de septembre, des matchs où il est muet, où il peine un petit peu. Donc demain, bon, j'espère que ce ne sera pas ce genre de match pour lui. Et puis bien sûr, au niveau de la Coupe du Monde, confiance absolue avec l'équipe de France. Bon, comme vous le savez sûrement, il y a des blessés, des absents. Donc Fabien Ruiz, ça c'est logique, il n'est pas apte. Marquinhos, qui est la petite surprise, gêne musculaire, ça c'est le terme que par exemple Benzema aborde au Real Madrid depuis quelques semaines pour louper les matchs et bien évidemment se préserver pour la Coupe du Monde. Voilà, le Real a quand même souffert, hein, au-delà de Benzema, sur les prestations, les dernières prestations, tu sens que les mecs, bon, ils essayent de rester tranquilles parce qu'avec leur sélection, ils savent qu'ils ont une grosse échéance et ça a conduit tout simplement à avoir le Barça leader de Liga. Du côté du PSG, bon, du coup, Marquinhos n'est pas là. Demain, on devrait avoir tout le monde. Globalement, il y a eu un niveau, d'implication qui est resté très très élevé. Contre Lorient, je trouve qu'on a vraiment fait un bon match. Voilà, jouer un dimanche à 13h en Bretagne, à 15 jours de la Coupe du Monde, et faire cette prestation en matière de pressing, techniquement, on était assez bon. Je suis quand même assez content du dernier match contre Lorient. Et demain, donc pas de Marquinhos. Est-ce qu'on peut en vouloir à tous ces joueurs qui se reprennent? Je pensais que la blessure de Mané là, en début de semaine, qui a eu un retentissement médiatique énorme, c'est logique évidemment, parce que c'est le meilleur joueur du Sénégal, hein, c'est comme si l'Argentine perdait Lionel Messi. Bon, au final, il est dans la liste, hein, à voir dans quel état il va venir. Je crois que ça a un petit peu irrité le Bayern Munich, voilà, qui militait pour le fait qu'il se repose. Peut-être qu'il jouera le dernier match de poule ou alors un match à élimination directe s'il se qualifie. Je pense qu'il devrait se qualifier. Hein. Mané ou pas, je pense qu'il devrait arriver en huitième. Par contre, le Sénégal, si je dis pas de bêtises, ouais, en huitième, ça risque d'être un petit peu compliqué s'ils finissent deuxième de leur poule. Bref. Navas, c'est dommage, il est préservé. Voilà, encore des blessures. Alors, d'un côté, tu te dis, il est blessé encore, il est préservé pour ses gènes un peu partout au corps, là, les lombaires, le dos, tout le bordel. D'un côté, ça conforte dans l'idée que recruter Donnarumma, c'était bien, que voilà, il commence à se faire vieux, même s'il a signé à 33 ans. Oui, c'est jeune pour un gardien à cet âge, mais physiquement, il n'y est plus vraiment. De l'autre côté, tu te dis, 0 minutes depuis le début de saison. Aucun match joué. Il va arriver donc au Qatar avec son équipe nationale, qui n'est pas forcément leader de son groupe. Je rappelle qu'ils sont avec le Japon, l'Allemagne et l'Espagne. C'est quand même très relevé pour le Costa Rica. L'Allemagne devrait terminer premier. L'Espagne, écoutez, Enrique a pris le cadavre de Sergio Busquets. C'est un petit peu là l'injustice, en fait, avec Sergio Ramos. Sur ses performances, Ramos, sur les matchs qu'il fait, c'est logique. D'ailleurs, Achraf sur Twitter s'est plaint que Ramos n'était pas pris en disant que c'était le meilleur défenseur du monde. Encore une fois, les mecs ne sont absolument pas objectifs. Voilà. Je crois qu'ils sont tous comme Neymar, ils n'aiment pas regarder les matchs, parce que visiblement, ils ne les voient pas. L'injustice, c'est de prendre Busquets et pas prendre Ramos. Tu vois ce que je veux dire pour l'Espagne? Bon, il n'en reste pas moins que, même si au milieu, il y a 2-3 joueurs de ballon, en attaque, sur le papier, ça part sur, Morata, Sarabia, Torres. Bon, une sacrée attaque bien molle. Voilà, c'est quand même une sélection qui, je pense, s'ils ne sortent pas en poule, ils sortent en huitième en se faisant humilier contre un premier de poule parce qu'ils auront fini deuxième, hein, clairement. Voilà. Bon, dans tous les cas, Navas, c'est dommage parce que lui, du coup, il va arriver un petit peu perdu. Hein, il sera au Qatar, il n'aura aucune minute dans les jambes depuis 8 mois peut-être. Donc ça, c'est vraiment dommageable pour une légende du club. Bien sûr, on ne cessera de le répéter. On n'oublie pas
ses performances exceptionnelles sur l'année 2020-2021 en Ligue des Champions, par exemple contre le Barça, le match retour contre le Bayern, évidemment, là-bas à l'Allianz Arena, extraordinaire. Bref, dans tous les cas, Galtier a dit qu'il ménagerait personne. Quel système attendre demain? Écoutez, on joue face à un bloc resserré en 4-4-2. Je partirais sur un système à 3 défenseurs. Comme la semaine dernière contre Lorient, Galtier a fait revenir un petit peu ce système pour favoriser l'occupation de la largeur, bien évidemment, et les situations de supériorité numérique avec un milieu de terrain qui vient échanger, dédoubler avec Achraf Hakimi, par exemple, sur un côté. Bon, dans les cages de Donnarumma, du coup, en défense, Mukiele à droite, qui est un défenseur de défense à 3, a eu une période sur le mois d'octobre où il a vraiment fait de bonnes prestations. C'est plutôt pas mal ce qu'il nous fait. Par exemple, contre Nice, j'ai le souvenir d'un bon match de sa part. Contre 3, par exemple, il y a 15 jours, il démarre mal parce que sur le but qu'on prend rapidement, il est fautif, mais après, il fait vraiment athlétiquement dans les 1 contre 1 un super match. Ramos dans l'axe et Kimpembe à gauche. Bon, pas de Marquinhos. Je préserve Danilo parce qu'il part avec sa sélection, les Portugais. Bon, tu me diras, c'est ceux qui commencent le plus tard le tournoi. Par exemple, l'Argentine de Messi et la France de Mbappé Kimpembe commencent le mardi, alors que le Brésil et le Portugal commencent le jeudi, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, je mets Kimpembe pour qu'il prenne du temps de jeu avec avant l'équipe de France. On sait que c'est important pour lui. Nuno à gauche, bon là par contre il n'y a pas de question, mais vraiment Nuno, je t'aime, tu nous as trop manqué sur le mois d'octobre, on veut pas de Juan Bernat pour le dernier match, s'il vous plaît, donnez-nous un côté gauche avec des bombes bien évidemment, pour bien terminer cette première partie de saison. Achraf Hakimi sur le côté droit, bon lui avec le Maroc, j'aimerais lui rendre hommage Achraf sur ses capacités en fait à jamais se blesser. C'est un truc de fou parce qu'il enchaîne, il a un volume de course qui est absolument énorme sur un match. Alors oui, il a eu aussi des moments où il était sur le banc. Il a loupé des matchs, notamment l'aller contre Haïfa, contre 3 par exemple. Mais il est vraiment très solide. Je trouve que c'est voilà, un organisme à toute épreuve. Il doit vraiment avoir de super muscles. C'est bizarre de dire ça, mais voilà. Félicitations à Achraf, même si la réalité c'est qu'au PSG, il n'a jamais réussi à retrouver le niveau qu'il avait sous Antonio Conte à l'Inter. Et son pic de performance, on va dire, sur sa carrière. Bon, Verratti au milieu, bien évidemment. Renato à ses côtés. Je ménage Vitinha, qui, sur les derniers matchs, me semble un petit peu cramé. Et puis, il n'y a pas grand monde après. Tu peux... allez, Warren Zaïre-Emery, peut-être ouais, peut-être. Oui, avec Marco Verratti, le titularisé. Bref. J'avais mis Renato dans mes brouillons. Je sais pas trop. Renato ou Warren le truc, c'est que d'un point de vue objectif, Galtier, il mettra Renato, c'est évident, tu vois ce que je veux dire. Devant, par contre, je mets pas Mbappé. Je mets Mbappé sur le banc pour le préserver avant la Coupe du Monde. Bon, c'est celui qui a le plus enchaîné. Neymar a eu sa suspension contre la Juve et Messi, son truc au tendon face à Lorient la semaine dernière. Messi, bon, je le titularise parce que qui se blesse, franchement, son jeu, il court pas, donc je vois pas comment il pourrait se blesser. En plus, on sait très bien que quand il aura le ballon, il va épurer son jeu parce qu'il ne voudra pas qu'on vienne le tamponner. Donc tant mieux, il va jouer simple et ça va fluidifier les circuits de balle. Neymar, je le mets titulaire parce qu'à la différence de Mbappé, il aura 2 jours en plus, comme je disais, pour préparer son entrée en matière à la Coupe du Monde. Son jeu, donc voilà, c'est pour t'apporter l'équilibre sur le match, la créativité. Et je pense que je le sors à l'heure de jeu, tu vois, pour Mbappé. Mbappé qui va t'apporter de la profondeur parce que sur cette composition, je mets Ekitike, donc sur le côté gauche, qui sera libre un petit peu, voilà, de demander dans la profondeur. Forcément, je pense qu'il y aura un petit manque d'appel. À part sur les côtés avec Nuno et Achraf, ça va être compliqué de faire progresser le ballon. Donc je me réserve le droit de faire rentrer Mbappé à l'heure de jeu. C'est lui que je ménage avant la Coupe du Monde des 3 de devant. Voilà, pour essayer d'être un petit peu objectif. Et puis Ekitike, je le fais enchaîner. Il a été si proche de son premier but contre Lorient, même si son match n'a pas été parfait. Allez, je le mets, je le fais même terminer le match, parce que voilà, il faut qu'il joue, faut qu'il finisse cette première partie de saison avec au moins un but qui le mettrait en confiance. Il a essayé de se satisfaire de sa passe décisive pour Neymar, qui était certes très altruiste, mais bon, c'est un attaquant, pas un milieu de terrain qui tiquait les passes décisives. Normalement, il s'en fout, lui, ce qu'il veut, c'est planter. Bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour le débrief, et puis prochainement, après, on va enchaîner toute la semaine prochaine, là, juste avant. Mon objectif, c'est que juste avant le début de la Coupe du Monde, avoir bouclé toutes les vidéos bilan sur toutes les performances individuelles, sur
la première partie de saison du PSG. Ça va être short, vous me direz, je pense qu'on va tourner à une vidéo par jour et encore, ça risque d'être trop juste pour terminer dimanche prochain. Mais c'est comme ça. Bonne soirée à tous, ciao les amis, et rendez-vous demain. Allez, Paris avant tout.